Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation sur les nouvelles fonctionnalités en fait, de la plateforme 3D Experience. Donc, ce webinaire est dans la continuité des précédents webinaires que l'on a fait, hein. À chaque nouvelle, je dirais, release de la plateforme, on a l'habitude de présenter les nouvelles fonctionnalités. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver le trio magique. Donc, je suis en compagnie de Benjamin de Ponteves et également de Jean-François Pinault. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, on a mis un petit peu plus de temps à faire la présentation des nouvelles fonctionnalités, parce que peut-être que vous nous avez déjà vus au 3D Experience World qu'il y a eu en février, ou peut-être également au salon de Global Industry auquel on a été présent où on a été très sollicité. Donc, du coup, on s'est dit qu'on avait peut-être décalé un petit peu le webinaire de quelques semaines, mais vous inquiétez pas, pour la prochaine version, on respectera le délai de 2 semaines pour présenter les nouvelles fonctionnalités. Alors, comme d'habitude, hein, si vous voulez vous renseigner et voir vraiment l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la communauté plateforme Users Community, qui est sur le tenant public, hein, de Dassault Systèmes, de la plateforme 3D Experience. Donc là, vous aurez vraiment l'ensemble de toutes les nouvelles fonctionnalités. Là, je vous rappelle qu'on va juste voir nos fonctionnalités favorites, et il y en a déjà pas mal, vous allez voir, que nous avons sélectionnées. Et encore, je continue d'insister sur ce rôle-là. Pourquoi? Parce que pour moi, il est extrêmement important quand on veut apprendre déjà à comment se servir de la plateforme et surtout apprendre plus sur les fonctionnalités un peu avancées que peut avoir chacun des rôles. Donc, le rôle s'appelle 3D Experience Works Learner ou avec le trigramme LWKLX. Donc, ce rôle vous permet vraiment d'avoir accès à, je dirais, à des vidéos tutoriels, à du contenu de formation, d'auto-formation sur l'ensemble des rôles de la plateforme 3D Experience. Donc, c'est vraiment, je pense, le rôle à avoir quand on veut essayer d'aller un peu plus loin avec la plateforme. Je pense qu'on va pouvoir éteindre nos caméras et on va bientôt commencer. Donc, je dirais la présentation. Alors, comme d'habitude, on a sélectionné donc les trois catégories principales, la partie conception, la partie simulation et la partie gestion des données. Donc, la partie conception, ça va être principalement mon collègue Benjamin qui va vous présenter ça. Moi, je parlerai des nouvelles fonctionnalités sur la partie simulation et enfin, il y aura Jean-François qui parlera des nouvelles fonctionnalités sur la partie gestion des données. Donc, Benjamin, je te laisse le micro. Parfait, merci. Alors, du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les nouveautés des XApp. Donc, pour rappel, c'est les applications qui permettent d'avoir des fonctionnalités de logiciels de type CAO directement sur votre navigateur. Donc là, on va commencer directement par 3D Creator. Et comme d'habitude, en fait, vous allez voir que là, je vais présenter des nouveautés relatives à chacune des applications, mais vous allez voir qu'en fait, dans cette partie-là, je vais présenter des nouveautés que vous allez retrouver dans d'autres applications. Donc là, vous pouvez regarder en haut à droite de l'écran et vous verrez lorsque c'est le cas. Donc là, dans 3D Creator et les autres GitHub, vous avez la possibilité, en fait, quand vous créez un nouveau composant, de directement sélectionner le bookmark dans lequel vous voulez le stocker. Donc ça, c'était quelque chose qui était pas disponible avant. Et en fait, c'est vraiment pratique puisque, par exemple, quand vous utilisez SolidWorks, le fait de pouvoir sauvegarder directement dans le bookmark, ça avait déjà été apprécié. Donc là, cette fonctionnalité-là, l'avoir directement à la création du produit, c'est toujours appréciable. Ensuite, vous avez la possibilité, lorsque vous faites un assemblage, de créer une contrainte en fait, où vous allez pouvoir faire associer une entité avec une courbe pour avoir justement une glissière. Donc ça, là, vous voyez sur l'exemple ici où c'est une fermeture ça permet de fermer la porte de l'imprimante. Ben voilà, vous avez une contrainte qui permet de refléter ce que vous avez, le vrai fonctionnement que vous avez sur votre produit réel. Donc ça permet vraiment de compléter les contraintes qui existent déjà et d'avoir quelque chose qui est un peu plus robuste directement dans la conception. Ensuite, lorsque vous copiez, collez
des éléments, par exemple comme une vis ici dans l'exemple, en fait, vous avez une intelligence dans l'application qui va vous faire une proposition de dupliquer votre composant avec les mêmes contraintes. Donc là, par exemple, là, vous voyez les petites pastilles avec le numéro 1. En fait, c'est là où l'application vous propose de rajouter la vis qui a été ajoutée avec des contraintes sur le plateau. Donc là, ça permet vraiment d'aller très vite quand on fait des assemblages, surtout quand on a des répétitions comme ça de composants qu'on ne peut pas faire avec une répétition linéaire ou circulaire, etc. Donc là, c'est vraiment une intelligence de l'application qui permet de faire ça. Ensuite, ça, c'est une fonctionnalité à nouveau très pratique pour ceux qui utilisent beaucoup ça dans SolidWorks, où quand vous êtes dans une fonction et que vous appuyez sur la touche D ou vous faites un clic droit de l'application, vous avez la possibilité d'avoir les deux coches de validation ou d'annulation directement à côté du curseur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans toutes les XApp. Et quand on a l'habitude d'utiliser ça, c'est vrai que ça manquait au XApp, donc c'est une belle nouveauté. Ensuite, quand vous remplacez des composants dans votre assemblage, avant, il fallait sélectionner le composant directement avec un 3D Surf, etc. Alors que là, vous avez la possibilité de faire un glisser-déposer depuis, par exemple, un bookmark. Donc là, ça facilite vraiment le workflow que vous utilisez quand vous faites un remplacer composant. Et ça permet vraiment de fluidifier la chose, ce qui est toujours apprécié. Toujours au niveau des assemblages, tout à l'heure, j'ai parlé des copier-coller avec des contraintes intelligentes. Avant ça, vous avez la possibilité également de faire des copier-coller de composants, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, dans ces cas-là, on sait que ça permet de gagner de beaucoup de temps, notamment toujours sur l'exemple des vis, quand on en a plusieurs, c'est toujours plus rapide que d'aller les insérer. Là, on peut directement les copier et les coller. Ensuite, on passe directement à 3D Sculptor. Donc là, au-delà des améliorations que j'ai présentées avant, qui sont aussi valables dans 3D Sculptor, vous allez voir qu'en fait, on a des possibilités, notamment pour les raccords des pièces, où typiquement ici, vous avez la possibilité d'épingler un filtre de sélection pour pouvoir en fait simplement pour fluidifier la manière dont vous travaillez. Donc là, vous pouvez voir sur la petite image qu'en fait, vous pouvez épingler tout ce qui est coin, face, surface, etc. Donc là, ça permet à nouveau de fluidifier un petit peu la manière dont vous travaillez avec Inkscape, ce qui est toujours agréable. Et du coup, je parlais des raccords de face. Donc là, vous voyez que par exemple, si vous choisissez de relier la pièce gauche avec la pièce droite, en fait, en utilisant la fonction qui permet d'aligner les points sur une entité, là, vous avez la possibilité d'accéder à une poignée de contrôle pour pouvoir éventuellement faire un twist de la face. Donc là, pour vous donner un exemple, pour vous donner une comparaison avec SolidWorks, quand vous faites un lissage entre deux faces, vous avez accès à une petite poignée qui vous permet de choisir à quel point on veut relier le point de départ. Et ça permet éventuellement de donner un twist au lissage. Donc là, c'est exactement la même chose. Et toujours dans cette fonction, vous avez la possibilité de faire une répartition équidistante entre chaque point de votre prolongation. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme sans avoir à faire le réglage directement au niveau des esquisses, etc. Donc ça, c'est toujours agréable quand on a justement on a une forme qui est assez complexe et qu'on veut répartir de façon homogène. C'est typiquement la petite fonctionnalité qui va vous faire gagner du temps pour le faire. Ensuite, quand on passe du côté tôlerie avec 3D Sheet Metal Creator, donc là, on va voir qu'en fait, c'est toujours au niveau de l'intelligence de l'application qu'on a eu des améliorations, puisqu'en fait, vous avez la possibilité déjà dans un premier temps d'affecter des sketchs à vos dépliés. Donc, ça veut dire que là, par exemple, si vous voulez faire une gravure sur votre pièce de tôlerie, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire une extrusion pour enlever de la matière. Vous pouvez faire directement une esquisse et faire un lien avec le déplié. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que sur votre déplié, forcément, vous récupérez l'information
du texte que vous voulez écrire. Par contre, vous alourdissez pas votre conception en faisant un enlèvement de matière. Ça, c'est toujours une bonne chose à avoir. Et après, l'avantage, c'est que vous avez en plus la possibilité d'exporter en DXF. Donc là, toutes vos informations du déplié, vous les retrouvez en quelques clics sur un fichier qui est déjà prêt à être partagé au fournisseur. Ensuite, donc, je vous parlais de l'intelligence, c'est que là, vous voyez dans les filtres de sélection, en fait, l'application va vous proposer de sélectionner soit les petites arêtes, soit les longues. Parce que forcément, en fonction de ce que vous sélectionnez, vous n'allez pas faire du tout les mêmes fonctions. Et donc, typiquement, ça rejoint cette nouvelle fonctionnalité qui, en fait, en fonction de votre sélection, va adapter votre menu dynamique. Donc, typiquement, si là, par rapport à ce que je présentais avant, si vous sélectionnez votre petite arête, il va vous proposer de faire un point arrondi plutôt qu'un bord replié, par exemple. Donc là, c'est ce que je disais en fait avec l'intelligence améliorée de l'application. Toujours dans le but d'améliorer, de faciliter, de fluidifier la manière dont vous travaillez avec ces applications. Ensuite, alors pour 3D Structure Creator, donc vous allez voir, ça va être rapide. On a une nouvelle fonctionnalité qui néanmoins reste très pratique, puisque là, on a la possibilité de faire des répétitions, des répétitions linéaires et circulaires. Donc là, par exemple, sur une chaise de ce type-là, voilà, on a la possibilité de créer en une seule fonction toute la duplication, ce qui permet de gagner du temps et de raccourcir de façon conséquente l'arbre de conception. Voilà, donc si on passe maintenant à Manufacturing Definition Creator, qui permet justement de passer d'annotation 3D à un plan. En fait, vous allez voir qu'on a à nouveau toujours des nouveautés qui permettent de faciliter son utilisation, avec notamment la possibilité de changer le plan sur lequel on s'appuie pour les annotations. Donc là, là vous voyez sur cet exemple-là, on a sélectionné le plan milieu de la pièce pour pouvoir mettre son annotation. Et avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez choisir de la mettre sur le plan qui est sur la première surface. Et donc, quand vous avez toutes vos annotations 3D, ça peut éventuellement faire quelque chose d'un peu plus propre, un peu plus lisible, qui facilite la communication. Après, vous avez la possibilité au niveau des réglages de l'application de changer le nombre de décimales après la virgule. Et ça le fait du coup de façon automatique pour l'ensemble de vos cotes. Donc là, vous pouvez très bien commencer en fonction de vos fournisseurs, etc. Vous pouvez très bien commencer avec un certain nombre de décimales et le changer en cours de route. Ce sera pas un souci et puis ça se fait vraiment en quelques clics. Et aussi, comme je l'ai évoqué avec 3D Sheet Metal Creator, vous avez également la possibilité dans Manufacturing Definition Creator de récupérer des DXF et des WG en output directement. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui fluidifie l'utilisation, donc c'est tout de suite apprécié. Donc là, pour rappel, cette application, elle permet de passer des annotations 3D à une vue en plan. Donc, c'est pour ça que vous voyez là dans les options, on a la possibilité soit de passer par du MBD ou alors par la vue en dessin en PDF et DXF. OK, donc maintenant, on va passer aux nouveautés, donc SolidWorks Connected et SolidWorks Desktop plus US. Donc là, pour cette fois, ça a été regroupé en une seule section, puisqu'en fait, il n'y avait pas de nouveautés différentes entre les deux. Donc là, on va voir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment au niveau des dessins, qui est toujours appréciable pour avoir une connexion renforcée avec la plateforme. Donc là, par exemple, le premier exemple témoigne dans ce sens-là, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de relier à la plateforme les annotations que vous trouvez dans les bulles. Donc là, quand vous avez une identification avec, par exemple, l'utilisation des bulles automatiques, c'est une information que vous pouvez retrouver comme vous pouvez le voir sur la droite, dans Xen, donc qui permet de faire des nomenclatures. Donc là, on a vraiment un lien un peu plus poussé où c'est des informations qui vont vraiment permettre d'identifier les pièces et de communiquer de façon plus efficace.
Toujours dans les dessins, donc ça, c'est l'une des grosses nouveautés, c'est que vous avez la possibilité en fait d'avoir une table de révision qui est mappée avec la 3D expérience. Donc, ça veut dire que quand vous passez des nouvelles révisions, quand vous faites évoluer votre plan, quand vous mettez des commentaires, lorsque vous le sauvegardez sur la plateforme, ben, en fait, vous allez pouvoir faire redescendre toutes ces informations dans une table de révision dans votre plan SolidWorks. Et donc, l'avantage, c'est que le template, il est déjà préchargé. Donc, en fait, à partir du moment où vous activez cette option, bah, votre table vous avez juste à placer votre table de révision et puis la plateforme se chargera de la remplir pour vous. Donc, c'est une belle amélioration puisque du coup, ça permet d'éviter d'avoir des divergences entre éventuellement des commentaires qui sont mis de façon manuelle dans le plan et les commentaires qui sont remontés dans la plateforme. Ensuite, au niveau du batch save, quand vous enregistrez, donc quand vous enregistrez sur la plateforme des données en grande quantité, donc vous passez par cet outil-là, et en fait, maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser SolidWorks pendant ce batch save. Donc avant, lorsque vous faisiez le batch save, toutes ces données étaient utilisées par SolidWorks directement, donc vous pouviez pas l'utiliser. Là, comme la sauvegarde se fait de façon asynchrone, ça vous bloque plus dans son utilisation. Donc là, vous êtes plus obligé de lancer ça quand vous partez du boulot le soir. Vous pouvez le faire en cours de route. Il y a pas de souci. Ensuite, lorsque vous faites des rechargés dernière version, avant, par défaut, tout était rechargé, donc à tous les niveaux, etc. Maintenant, vous avez quelque chose d'un peu plus flexible où vous pouvez sélectionner à quel niveau vous voulez faire ces rechargements depuis le serveur. Donc là, bah, si vous avez seulement une version qui vous intéresse, qui n'est pas à jour, bah, vous pouvez sélectionner uniquement celle-là à recharger. Donc là, ça permet d'avoir un outil qui peut éventuellement correspondre un peu plus à vos process d'utilisation. Autre grosse nouveauté, c'est un peu en lien avec aussi ce que j'évoquais tout à l'heure avec le batch save, c'est que là, vous avez ce qui s'appelle donc le File Preparation Assistant qui est accessible directement depuis vos outils. Avant, c'était un exe qui était dans vos dossiers d'installation SolidWorks. Donc là, cet outil, il est directement accessible depuis votre fenêtre SolidWorks. Et en fait, ça, c'est très important parce que quand vous voulez faire une sauvegarde de données sur votre plateforme, vous pouvez utiliser cet assistant qui est fortement recommandé pour pouvoir préparer vos fichiers à une sauvegarde sur la plateforme. Donc là, cet assistant, en fait, il va analyser vos données pour voir éventuellement où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a des problèmes, etc., au niveau des références, au niveau des configurations, etc. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui permet d'éviter tout problème lors de la sauvegarde. Et donc, cet assistant, en quelque sorte, c'est juste le raccourci qui a été mis là, mais par contre, ça reste une belle amélioration parce que c'est pas quelque chose qui était suffisamment connu. Donc, si vous utilisez le batch save, pensez avant à utiliser cet assistant. Voilà. Et donc, pour information, vous retrouverez toute une méthode d'utilisation sur la communauté qui a été évoquée par Eric en début de webinaire. Ensuite, vous avez une autre nouveauté au niveau des titres pour les dessins. Donc, vous savez qu'on on a déjà plusieurs options à ce niveau-là. On peut le faire matcher avec le titre de la pièce. On peut choisir d'avoir des choses différentes. Mais là, vous avez une option qui vous permet d'éviter d'avoir des doublons dans le titre de votre dessin. Donc là, c'est un message d'erreur qui vous permet d'identifier ça rapidement, qui est toujours pratique, puisque ça, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment quand on sauvegarde. Et après, on est bien en peine quand on se retrouve avec deux fichiers qui ont le même nom. Donc, à nouveau, une nouveauté qui paraît simple, mais qui reste néanmoins efficace. Après, vous avez une connexion entre vos dessins et Swing qui a été renforcée, puisque éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre drawing directement dans une communauté. Là, si vous voulez partager à votre équipe soit demander un check, soit partager éventuellement la création du plan, bah, vous pouvez le faire directement depuis un petit raccourci dans SolidWorks. Ensuite, pour ceux qui utilisent le Change Action, vous avez un garde-fou en quelque sorte qui a été rajouté, puisque là, vous avez pardon,
vous n'avez plus la possibilité de déclencher un autre change action lorsque vous travaillez déjà dans le contexte d'un change. Donc là, dans ces cas-là, c'est juste une sécurité où SolidWorks en fait vous prévient que vous êtes déjà dans le contexte d'un change, et dans ce cas-là, bah, ça évite toute modification qui sera en fait involontaire. Donc ça permet de faciliter l'utilisation et de travailler de façon un peu plus sereine, puisque la plateforme vous empêche de faire des bêtises. Ensuite, il a été encore amélioré, donc ça c'est quelque chose que vous voyez évoluer régulièrement, c'est la fenêtre d'ouverture, où là on retrouve des informations supplémentaires. Donc typiquement, là vous voyez sur la droite qu'on a des raccourcis qui ont été ajoutés, notamment sur votre contenu, sur ce que vous avez verrouillé. Vous avez vos bookmarks. Vous pouvez toujours voyager entre les bookmarks donc à gauche, votre PC, le 3D Search, etc. Donc ça, c'est toujours disponible. Vous avez un petit raccourci avec le nuage une petite icône qui vous indique que le fichier est bien celui qui se trouve sur la plateforme. Donc là, tout ça dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur à l'ouverture d'un fichier. On retrouve toutes les infos de plus en plus centralisées au même endroit. Et enfin, pour finir, vous avez la possibilité de changer votre dossier de cache local, qui n'était pas possible avant, et ce qui est malgré tout une bonne amélioration. Donc là, vous voyez, c'est un exe qui est dans les fichiers d'installation pour faire le déplacement de votre cache locale. Et donc, pour exemple, ça peut servir à des gens qui peuvent être limités d'un point de vue stockage sur le disque qui est sélectionné par défaut. Voilà. Donc ça, c'est toujours des bonnes améliorations. Même si on n'en a pas forcément l'utilisation tous les jours, le moment où on est contraint de l'utiliser, on est bien content que ça existe. Voilà, donc là, moi, j'ai fini avec SolidWorks. Donc là, je vais passer la main à Jean-François qui va vous présenter donc, les nouveautés côté DraftSight. Merci Benjamin. Donc, on va continuer sur la partie outil de design donc avec DraftSight. Donc, vous savez, DraftSight a rejoint la plateforme de l'expérience déjà depuis plusieurs versions. Un petit rappel en fait sur vas-y Benjamin, si tu veux, voilà, sur les différents rôles disponibles au niveau de DraftSight. En fait, vous avez trois possibilités avec DraftSight. Il y a le DraftSight Connected en fait, qui s'installe depuis la plateforme, qui existe en DraftSight professionnel et en DraftSight Premium. Et vous avez également en fait le connecteur DraftSight qui va lui se connecter à votre DraftSight existant déjà. Et puis donc une nouveauté aujourd'hui en fait, ça va être le DraftSight en fait Mechanical. On revient ici. Dans les nouveautés au niveau de DraftSight, en fait, vous allez retrouver, en fait, les clients DraftSight vont retrouver automatiquement un dashboard d'onboarding préparé directement sur leur interface. Ça va permettre de leur donner accès sans avoir à rechercher où va se trouver la communauté DraftSight, par exemple, où ils vont pouvoir poser leurs questions, les liens vers des modules spécifiques, les liens vers le blog, voilà. Tout un environnement préparé sur le dashboard spécifique DraftSight qui permet de bien démarrer, de bien faire son onboarding avec le fonctionnement de DraftSight et avec la plateforme pour l'expérience. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les nouveautés, il y a effectivement une grosse nouveauté au niveau DraftSight, c'est DraftSight Mechanical. Donc, 3 d'expérience DraftSight Mechanical, c'est le DraftSight qui est intégré à la plateforme. Et pourquoi, en fait, on l'a appelé DraftSight Mechanical? Ben, tout simplement parce qu'il va vous apporter des fonctionnalités mécaniques 2D, mais pas seulement. En fait, pour ceux qui sont un peu originaires du monde Autodesk, qui utilisent au quotidien AutoCAD et principalement ici AutoCAD Mechanical, mais en fait, on vient tout simplement en fait, répondre ici aux fonctionnalités d'AutoCAD Mechanical. Donc, on va retrouver un gestionnaire de calques avec, comme vous pouvez le voir, les noms des calques AM, donc qui reprend vraiment la configuration en fait, d'un AutoCAD Mechanical. On va retrouver des outils mécaniques. Donc là, par exemple, quand on clique, on retrouve bien le roulement avec toute sa bibliothèque qui va derrière, sa bibliothèque dimensionnelle.
Quand on clique sur un élément, il est reconnu, donc c'est un bloc, un 2D, mais il est reconnu comme un élément intelligent avec un certain nombre d'informations associées, avec les infobulles, les infopoints. Quand on va questionner en fait, ces différents points, on retrouve directement les propriétés associées. L'AutoCAD Mechanical va gérer directement lui-même les traits cachés, les hachures, lorsque l'on va faire des coupes. Il n'y a pas de retravail à faire, c'est toute la force de DraftSight Mechanical. On va pouvoir renseigner directement toutes les propriétés parce qu'il reconnaît en fait l'élément comme une entité, un objet à part entière. Et donc, derrière, on va pouvoir, à partir de là, on ressortir des listes de pièces, des nomenclatures, puisqu'il va en fait être capable de comptabiliser l'ensemble des éléments identiques présents sur un même dessin. Là, lorsqu'on va faire une sélection de fenêtres, on va avoir en fait un filtre de sélection de notre liste de pièces et on va pouvoir afficher à l'écran en fait cette liste de pièces. Donc, toutes ces fonctionnalités 2D intelligentes font partie de DraftSight Mechanical. Excusez-moi. Donc, dans les fonctionnalités, on retrouve également la possibilité de faire du repérage, donc du bullage. On peut voir ici les petits points qui sont en fait les points d'intelligence connus de l'élément mécanique présent en bibliothèque. Et lorsqu'on édite un élément, on retrouve en fait la bibliothèque, ça va des vis, roulements, clavettes, tous les éléments normalisés du marché. Et lorsque l'on va insérer des éléments normalisés dans une vue 2D, eh bien, il va automatiquement, lui, nous proposer l'assemblage. Là, si par exemple, on choisit un assemblage de vis écrou avec une tête fraisée, il va automatiquement se placer dans le fraisage. Il va pouvoir nous proposer éventuellement, s'il y avait derrière, en fait, écrou contre écrou, rondelle, tout l'assemblage mécanique intelligent. Donc voilà ce qu'est DraftSight Mechanical. Et donc DraftSight Mechanical se trouve intégré à la plateforme 3D Experience. Ici, les quelques slides en fait qui vont reprendre en fait tout ce que je viens de décrire, tout ce qu'on a vu dans les différents éléments, que ce soit les éléments les éléments de référence en fait, les composants de référence connus en tant qu'éléments intelligents mécaniques ici. Juste avant, c'était la nomenclature avec la liste de pièces, puisqu'il va faire un listing des éléments présents à l'écran. Donc une puissance vraiment dans ce 2D, avec une intelligence, on ne l'a pas vu à l'écran, mais dans les manipulations, lorsque on va faire un traitement d'un élément normalisé, si on est sur une vue en coupe, il va lui-même faire la coupe, les hachures, gérer les traits cachés et faire toute cette intelligence-là. Voilà. Okay, donc là, c'était la partie repérage et nomenclature. Voilà, donc là, j'ai terminé pour la partie DraftSight. Je vais passer la main en fait à Eric sur la partie simu, notre spécialiste simulation. Donc, nous revoilà maintenant pour parler un petit peu de simulation. Alors, je vais commencer avec 3D Motion Creator. Alors, pour rappel, c'est un rôle qui permet de faire de la simulation de corps rigide. On appelle ça également de la simulation cinématique. Et ce type de rôle, pour rappel aussi, on n'a pas besoin de l'installer. Il est directement disponible dans un navigateur sans installation d'un client jour derrière. On a beaucoup travaillé ces dernières versions sur ce rôle-là, notamment au niveau de la connexion avec SolidWorks. Et là, maintenant, on peut directement importer les contraintes d'assemblage d'un assemblage SolidWorks. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça permet de gagner beaucoup de temps parce qu'avant, on était obligé de devoir recréer manuellement chacune, on va dire, des contraintes d'assemblage qui, d'un point de vue cinématique. Et donc, du coup, ça devient, on va dire, une action qu'on répétait comme si on la répétait 2 fois, alors que ça avait déjà été fait dans l'assemblage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui améliore réellement la connectivité entre 3D Motion Creator et SolidWorks. On a également aussi pas mal travaillé sur la partie interface. Alors, cette fonctionnalité-là, moi, je l'aime beaucoup parce que des fois, on veut mettre une loi pour pouvoir piloter un actionneur, par exemple un vérin. On va dire qu'il va osciller de façon sinusoïdale. Donc, on va rentrer une loi. Donc, ça, c'était une fonctionnalité qui était déjà disponible. Mais on peut souvent faire des petites erreurs de frappe ou voilà. Et donc là, on a la fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est un graphique qui permet de directement visualiser la loi qu'on vient d'implémenter. Donc c'est quelque chose qui permet quand même de
faciliter, on va dire, la vérification du modèle avant de pouvoir faire la simulation. On a également, toujours sur le même aspect, sur la vérification du modèle, on a maintenant intégré ces petites flèches qui apparaissent en fonction en fait, des efforts en fait, c'est tout simplement des conditions limites qu'on applique, hein. Quand la condition limite est active, elle va s'afficher. Donc, elle s'affiche avant, c'est-à-dire pendant le paramétrage de la simulation, mais également pendant l'animation. Donc, ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on applique les efforts. C'est vraiment ce qu'on voit sur la petite animation à droite. Là, on voit quand on va pousser vers le haut et quand on va pousser vers le bas. On a également implémenté un nouveau contact, le contact de type point surface. Typiquement, c'est le contact d'une pointe de crayon sur une table, par exemple. Donc, ce contact-là, avant, n'était pas disponible. Donc, on a ajouté ce contact dans les contacts disponibles qu'on va pouvoir créer et simuler. Toujours sur les contacts, on a aussi amélioré un peu le solver de contact, donc ce qui permet d'être un peu plus robuste. Et aussi, on a permis de pouvoir récupérer plus d'informations au niveau de ces contacts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer le nombre de contacts, la pression maximum, etc. Donc ça permet de vraiment mieux suivre et mieux comprendre comment évolue aussi la simulation et comment évolue tout simplement toute la cinématique de votre assemblage. On a aussi implémenté un nouveau type d'export. Donc, sur tous les graphiques, maintenant, on peut l'exporter en CSV, donc un format très connu que vous pouvez ensuite utiliser dans divers tableurs ou divers autres outils. Alors maintenant, on va voir les nouvelles fonctionnalités liées à la simulation, je dirais, avec la simulation élément fini et volume fini. Donc là, une simulation qui va nécessiter un maillage. Donc on va commencer avec des rôles sur la partie structure. Ensuite, on verra sur le rôle avec Fluid Dynamics Engineer sur la partie fluidique. Ensuite, on ira sur la partie injection plastique et on terminera sur la partie électromagnétisme. Donc sur la partie structure, il y a pas mal de rôles. Donc là, je vais commencer avec le rôle d'entrée, je dirais, sur la partie simulation. Et donc Structural Designer, pour rappel, ça permet de faire des analyses de statique linéaire sur du statique linéaire thermique et fréquentiel sur un assemblage de type volumique. Donc là, on a amélioré, on va dire, on a modifié l'interface ou même simplifié plutôt l'interface au niveau de l'initialisation des contacts. En fait, avant, il y avait un petit peu trop d'options qui étaient, je dirais, disponibles pour ce type de rôle-là, sachant que c'est un rôle qui est vraiment orienté concepteur. Donc là, on a réduit en fait le nombre d'options parce qu'on s'en a aperçu qu'il y en avait une qui servait, on va dire clairement, quasiment jamais. Et donc, ça permet d'éviter de faire des erreurs au niveau de l'interface. On a aussi implémenté un nouveau type de tracé, ce qu'on appelle le tracé vectoriel de flux. En fait, c'est ce qu'on voit en fait en haut à droite dans l'image. Ça permet de voir où vont les flux thermiques. C'est un peu comme un écoulement, sauf que là, c'est vraiment la thermique pure dans le solide. Et donc là, ça permet tout simplement de mieux comprendre où vont les flux thermiques. Donc là, ce tracé, pour rappel, il est fait automatiquement dès qu'on fait une étude thermique. C'est un des avantages de Structural Designer qui permet de proposer directement une dizaine de tracés. On a aussi implémenté, et alors ça, c'est une fonctionnalité qui va être valable pour tous les autres rôles aussi. On a implémenté des nouvelles icônes en haut de l'assistant qui va permettre de directement accéder à ce qu'on a mis au niveau des conditions limites. En fait, c'est comme un petit raccourci qui permet de rapidement en fait, modifier les conditions limites qu'on a déjà mises en place dans la simulation. Pour le rôle, je dirais, qui donne un peu plus de fonctionnalités, donc Structural Engineer, on va reprendre les deux principales nouvelles fonctionnalités que j'ai présentées précédemment, c'est-à-dire la simplification au niveau de l'interface des contacts, de l'initialisation des contacts, et également le fait de pouvoir remodifier ce rajout des icônes au niveau de l'assistant qui va permettre de remodifier, par exemple, les conditions limites plus rapidement. Concernant le rôle Structural Performance Engineer, donc pour rappel, ce rôle-là permet de faire notamment du non linéaire. Et dans la partie non linéaire, on a
implémenté, je ne vais pas dire un nouveau solver, parce que le solver existait déjà, mais c'est juste qu'on ne pouvait pas l'utiliser, parce qu'on n'avait pas l'interface. Et donc là, on a implémenté en fait tout simplement l'interface qui va permettre de paramétrer ce qu'on appelle les éléments cohésifs. Donc tout simplement, c'est pour faire des éléments qui collent, comme du scotch, par exemple. Donc là, on va pouvoir faire ce type ce nouveau type de simulation avec, dans la partie structurelle sur la plateforme. Sur la partie Structural Mechanics Engineer, qui est, je dirais, le rôle le plus avancé et qui a donc notamment la partie explicite pour pouvoir faire des calculs dynamiques, par exemple des calculs de type crash. Donc, c'est très bien que je parle des calculs de type crash parce qu'on a amélioré notamment la qualité du maillage surfacique pour les applications de type crash. On a aussi amélioré et rajouté ce qu'on appelle du mass scaling sur la gestion des contacts. Ce sont des options et aussi sur des options de pénalité de contact non linéaire. Ce sont des options qui permettent d'accélérer les temps de calcul sur les géométries très complexes avec beaucoup de contacts. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur les calculs très dynamiques, je dirais, par exemple les calculs de type crash. Et comme pour SFO, on a également aussi l'implémentation des éléments cohésifs sur la plateforme. Pour le rôle Durability Performance Engineer, donc pour rappel, les rôles Durability sont des rôles qui, en plus de toutes les fonctionnalités liées à la structure, permettent de faire de la fatigue. Donc là, comme pour Structural Performance Engineer, on a implémenté notamment ce modèle d'éléments cohésifs. Et en plus, alors ça, c'est une très grosse nouvelle fonctionnalité, je dirais, qui est valable pour ce rôle-là également pour le rôle suivant, c'est de pouvoir faire de la fatigue sur les soudures. Alors, on a deux modèles qui étaient disponibles dans Abaqus, mais qui n'étaient pas disponibles encore sur la plateforme, et maintenant ils le sont. C'est les modèles FKM et les modèles Verity qui permettent de faire de la fatigue sur les soudures. Donc ça, c'est quelque chose qui est très demandé. Et on peut maintenant le faire via les solutions de simulation avancée sur la plateforme. Donc pareil pour Durability and Mechanics Engineer, qui est le rôle de fatigue, le rôle qui permet de faire de la fatigue et de la dynamique. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, le fait de pouvoir avoir ces fonctionnalités, ces solvers FKM et Verity qui permettent de faire de la fatigue sur la partie soudure. Concernant la simulation fluidique, donc avec notre rôle Fluid Dynamics Engineer, on a amélioré, je dirais, le maillage, notamment avec la possibilité de faire des contrôles volumiques sur des formes un peu plus complexes qu'un simple cube. Avant, on pouvait faire ce qu'on appelle des contrôles volumiques dans un cube ou dans un pavé cartésien. Maintenant, on a d'autres possibilités où on peut prendre une forme arbitraire, une forme un volume qu'on a déjà importé et qui va nous permettre de mailler, qui va nous permettre de raffiner le maillage dans ce volume-là. Donc ça permet vraiment d'améliorer la qualité du maillage. On a également amélioré, je dirais, la partie préparation du modèle avec la possibilité en fait d'extraire une veine fluide avec une veine fluide au niveau de la préparation de la géométrie, et ce qui va permettre par la suite de pouvoir lancer un maillage plus rapidement et avec une meilleure qualité de maillage parce qu'on n'aura pas cette étape de wrapping qui je dirais, approxime la géométrie. On a aussi implémenté un nouveau modèle de matériaux, donc une nouvelle loi en fait de comportement de matériaux qui est la loi de gaz réel. Donc ça permet, on va dire, ça a des aspects un peu particuliers sur la partie compressibilité et thermique au niveau des gaz. Donc les applications qui vont aller avec, c'est notamment sur le remplissage de réservoirs, ce genre de choses-là. On a aussi amélioré le solver d'un point de vue robustesse, notamment sur la partie fluidique et thermique. Et aussi, on a travaillé sur la partie génération de streamline où on a implémenté, je dirais, une nouvelle
des nouveaux raccourcis pour pouvoir essayer de générer des streamlines beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup de travail en ce moment qui est fait sur la partie post-processing et qui permet en fait pour faciliter justement l'analyse de vos résultats. Et donc, il y aura également prochainement beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître sur cette partie-là. Concernant l'injection plastique, comme vous savez, pour l'injection plastique, une des données qui est le plus importante, ça va être la donnée matériaux. Il y a beaucoup de travail qui est fait de ce côté-là depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. On établit de plus en plus de partenariats avec les fournisseurs de matériaux pour récupérer justement et améliorer les modèles qu'on a mis pour représenter les comportements des matériaux plastiques, des matières plastiques les plus utilisées. Donc là, on a rajouté, je dirais, une trentaine, une petite cinquantaine de nouveaux matériaux. Donc ça, c'est un travail qui se fait en continu, hein. À chaque nouvelle release, on essaie d'implémenter de plus en plus et de trier aussi, parce qu'il y a aussi des anciens plastiques, des fois des modèles qu'on retire, mais surtout voilà, d'implémenter des nouveaux modèles de matériaux. On a aussi amélioré des outils d'analyse de maillage, c'est-à-dire que maintenant, dans la partie Mesh Part Manager, on a accès à beaucoup plus je dirais, de métriques pour analyser tout simplement la qualité du maillage qui a été généré. Et aussi, on a maintenant, on peut piloter, je dirais, les vannes, les vannes d'entrée de matière dans les cavités d'injection plastique. Donc, cette fonctionnalité, elle est très importante quand on travaille, quand on est sur des moules avec l'injection avec des canaux chauds, des canaux qui sont chauffés. Donc, pour rappel, hein, quand on a des canaux qui sont chauffés, on a obligatoirement des vannes qui vont permettre voilà, de laisser passer le plastique ou pas dans le moule. Et donc là, maintenant, on va pouvoir faire ce type de simulation-là avec ces canaux-là, parce qu'on peut piloter ces vannes. Et enfin, donc sur la partie électromagnétisme, on améliore je dirais, l'intégration avec la plateforme 3D Experience. Donc, pour rappel, hein, cet outil-là, c'est CST. Donc Studio Library. On améliore l'intégration avec la plateforme 3 Experience, que maintenant on va directement pouvoir récupérer des objets de type FEM ou en fait maillage qui sont stockés directement sur la plateforme. On a aussi pas mal travaillé sur la partie basse fréquence, sur les applications basse fréquence. On est petit à petit en train d'implémenter de plus en plus de solvers qui étaient disponibles dans la solution Opera, qu'on implémente petit à petit dans CST. Donc, ça permet justement d'élargir le spectre des applications au niveau surtout la partie basse fréquence et voilà, pouvoir faire de plus en plus de simulations, notamment avec des aimants. Voilà pour les nouvelles fonctionnalités sur la partie simulation. Donc maintenant, je vais repasser la main à mon collègue Jean-François pour vous parler de la gestion de données. Merci Eric. Dis donc, que de nouveautés. J'ai cru que tu allais garder le micro jusqu'à la fin, tellement on a de nouveautés. C'est impressionnant ce pavé simulation pour la 23 FD1. Rassurez-vous, on enregistre ce webinaire. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube SolidWorks France d'ici quelques temps. Vous allez pouvoir le reprendre à tête reposée parce que c'est vrai qu'Eric nous a montré énormément de nouveautés. Donc moi, je vais continuer sur la partie gouvernance. Donc la partie gouvernance, c'est la partie en fait gestion de la donnée, gestion des documents et tout ce qui tourne autour de la gestion en fait des fichiers dans la plateforme 3 Experience. Donc on va voir les différentes évolutions dans les rôles qui sont cités ici. Hein, donc les deux rôles de base qui sont 3D Schlummer et collaboratif industrie innovateur. Et puis après, on ira voir des nouveautés dans les rôles complémentaires, donc dans l'outil de gestion de planning, dans l'outil de gestion des nomenclatures et l'outil de gestion de la structure produit. Donc, sur le rôle de base, donc, qui est son nouveau nom, hein, qui avait changé il y a déjà une version, hein, qui s'appelle maintenant 3D Swimmer, hein, on va avoir différentes applications qui ont évolué, donc elles sont listées ici. Donc, on va directement passer sur le slide suivant pour voir détailler en fait ces nouveautés.
Une nouveauté qui était attendue par beaucoup, en fait, c'était la possibilité de connecter en fait, le 3D Passport. Le 3D Passport, c'est votre identifiant, votre login sur la plateforme, qui était propre à la plateforme 3D Experience d'Asso Systèmes. Là, en fait, vous allez pouvoir lier en fait, ce 3D Passport à votre annuaire d'entreprise, à votre app. Et donc, tout a été ouvert et connecté pour pouvoir le faire. On a même rédigé de l'autre côté un guide qui va détailler en fait les étapes pas à pas du paramétrage de cette fonctionnalité-là. Ensuite, on a une fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est l'accès à Part Supply directement depuis votre tableau de bord. Lorsque vous allez cliquer en fait sur l'accès au Drive, actuellement, quand vous cliquez sur l'accès à la donnée, vous accédez au 3D Drive, et bien vous avez maintenant l'accès en fait au Part Supply. L'intérêt, c'est le premier, c'est l'accès rapide à Part Supply, et une fois que vous le lancez ici, il s'ouvre dans le panneau de droite Part Supply, et donc vous allez pouvoir aller sélectionner donc vos composants via des filtres classiques de catalogue ou de fournisseurs, ainsi de suite, et par exemple pouvoir déposer directement un élément dans un bookmark ou autre. Ça, c'est vraiment la facilité d'accès. Vous allez avoir des filtres pour l'affichage au niveau du 3D Drive. Actuellement, par défaut, en fait, il vous amène automatiquement les différentes rubriques des drives, on va dire, classiques du marché, donc les Dropbox, les Google Drive, les OneDrive. Certains ne souhaitent pas voir en fait ces drives-là, donc vous allez pouvoir en fait désactiver l'affichage des drives de ceux que vous ne souhaitez pas voir. Le 3D Play, ça c'est une fonctionnalité top qui a été rajoutée vraiment. Lorsque vous êtes dans 3D Play, on a tendance à utiliser 3D Play forcément pour visualiser, pour mesurer, pour faire des éclatés. On a aussi la notion d'annotation. Et cette notion d'annotation, souvent on en sort une image que l'on va publier derrière dans une communauté ou une image tout simplement pour aller la coller dans un autre document. Là, l'intérêt, en fait, vous allez pouvoir directement, vous avez une nouvelle icône qui est arrivée en fait, dans la barre d'outils, qui va vous permettre de mémoriser, quand vous faites un commentaire, mémoriser cette image-là dans le commentaire du Play, en fait, du 3D Play. Et donc, chaque point de vue, si vous changez de point de vue, vous remettez une nouvelle annotation, automatiquement, en cliquant sur le bouton, il va vous créer une nouvelle image en tant que commentaire, et vous allez pouvoir, comme ça, reparcourir toutes vos notes facilement, en fait, reprendre le point de vue que vous aviez au moment de la note et basculer, en fait, et garder comme ça un historique des annotations. Plutôt pratique. Ensuite, vous avez, alors là, une fonctionnalité importante au niveau de l'outil de recherche. C'est vrai que cette fonctionnalité-là aussi, on l'attendait, c'est la possibilité d'avoir des fonctions booléennes dans les recherches, en fait, des fonctions et ou et seulement. C'est vraiment un point important dans l'outil de recherche. L'outil 3D Whiteboard, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, c'est un tableau blanc dans lequel vous allez pouvoir intervenir à plusieurs. Ça, c'est vraiment aussi un outil sympathique puisqu'on partage un tableau blanc à plusieurs et chacun va pouvoir intervenir. On a des outils pour insérer des images, pour annoter, pour ainsi de suite. Et vous allez avoir, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'icône qui permettait de bloquer ça. Ça peut être juste pour une présentation et vous ne souhaitez pas que certains interviennent dessus. Vous avez maintenant l'icône qui va permettre de loquer ce tableau blanc. Toujours dans le tableau blanc, le 3D Whiteboard, toujours cette même application. Quand vous allez lancer en fait, cette application, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que ce tableau blanc doit faire partie d'une conversation pour ouvrir une conversation à plusieurs ou est-ce que vous le publiez directement en fait, dans une communauté? C'est au lancement de l'application que ce choix intervient. 3D Story. Donc, ça, 3D Story, je pense que tout le monde le connaît. On va dire, c'est notre PowerPoint de la plateforme. C'est cet outil qui va nous permettre de faire des présentations. L'intérêt, c'est qu'on est intégré à la plateforme. On va aller rechercher des images à l'intérieur même. On va pouvoir reprendre nos annotations ou autres, les présenter sous forme de story. Et donc, on a différentes fonctionnalités qui vont arriver sur les copier-coller de scènes, la récupération de scènes, des exports en PDF. Et puis une amélioration aussi au niveau de l'interface utilisateur. Sur la partie rôle de base, voilà ce qu'on avait sélectionné. Maintenant, on va passer au rôle collaboratif industrie innovateur, le rôle supplémentaire qui va permettre le stockage de la donnée, stockage et la gestion.
On va notamment avoir la possibilité ici d'importer, en fait, si on souhaite changer le schéma de révision, qui est de base dans la plateforme, hein, avec le schéma A, B, C, D, les lettres, on va pouvoir en fait créer son propre schéma et l'importer dans la plateforme. C'est une demande, hein, du client ne commence pas forcément à la première révision par A. Donc bah, voilà, une méthode pour le changer. La signature électronique qui était disponible en fait dans le route management en fait va être en fait visualisable directement en fait depuis cette interface. On avait en fait à la fin dans la route, dans les étapes du cycle de maturité, on pouvait signer électroniquement. Ça c'était une fonctionnalité qui va être rajoutée il y a quelques versions, hein, qui permettaient d'activer cette signature électronique pardon, aux étapes de validation. Mais une fois signé, en fait, on ne voyait pas le résultat. Là, ici, directement dans le widget, en fait, on a la possibilité d'accéder à cette signature et voir qui l'a signé. Les filtres sur les CSW tags, là, les filtres sur des champs spécifiques ont été rajoutés, notamment les champs que l'on voit ici, hein, approuvé par, le statut d'approbation, rejeté par. On n'avait pas la possibilité avant de retrouver ces champs-là, ces attributs-là en tant que filtre. Donc ça a été, tous ces champs-là ont été ajoutés, effectivement, plutôt pratique. L'édition, alors là, une grosse nouveauté, hein, c'est l'édition des documents Office, mais l'édition en fait multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'on va être capable d'être à plusieurs à ouvrir et modifier les documents et enrichir les documents en même temps. On va dire à la façon Google Doc, c'est vraiment la fonctionnalité comparable. Hein. L'intérêt, en fait, hein, c'est de pouvoir en fait, ne pas être obligé de réserver un document pour l'enrichir. Et cette fonctionnalité est accessible via l'application Document Management. La possibilité aussi maintenant directement d'interagir et de modifier même un document dans le preview, dans l'aperçu, un document stocké en tant que document dans la plateforme. Vous pouvez directement l'éditer sur la page de prévisualisation, sans être obligé d'aller l'ouvrir bizarrement avec l'application native. La possibilité d'aller télécharger en fait la structure documentaire d'un bookmark. Donc directement hein, dans l'interface de Bookmark Editor, ça c'est une demande, hein, pouvoir ressortir à l'instant T les documents d'une structure. Ben, là, en fait, vous avez accès ici à un bouton qui va vous extraire l'ensemble de la structure sous un format zip. Sachant que chaque signé sera représenté sous la forme d'un dossier quand vous allez extraire le zip. Le process d'approbation des issues, en fait, les clients nous demandaient en fait en gros, de ne pas forcément avoir ce process d'approbation. Ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'est tout simplement laisser le choix à chaque organisation, à chaque utilisateur. Soit on souhaite toujours un process d'approbation sur les issues, soit on n'en veut pas du tout, ou soit en fait, l'utilisateur aura le choix au moment où crée son issue. Donc c'est plutôt pratique d'avoir ces trois choix, au moins chacun choisit au moment de sa configuration. Et donc dans la continuité justement de cette nouveauté-là, lorsque vous demandez à l'utilisateur, lorsque vous laissez le choix à l'utilisateur, vous avez tout simplement une nouvelle colonne qui apparaît et qui vous permet de dire oui, je demande l'approbation, je souhaite que cette issue-là passe par un cycle d'approbation, ou non, au contraire, je désactive le petit bouton et c'est bien moi qui maîtrise ce choix-là. La possibilité de faire des annotations, en fait, de réviser, on va dire réviser des documents Office, donc valable pour toutes les extensions qui sont marquées à l'écran, hein, donc les documents Office. Vous avez l'outil qui vous permet de mettre des annotations dans l'interface, donc dans Document Management. Ces annotations, on va dire, fonctionnent comme, par exemple, quand on édite un PDF aujourd'hui et que vous mettez des annotations, suivant le même principe, sauf que là, on est sur le document natif dans la plateforme, sur l'application. Et on va pouvoir mettre autant d'annotations que l'on retrouve en fait sur le panneau de droite.
l'intérêt de ces notifications, lorsque vous allez faire en fait un export PDF, eh bien, ces annotations en fait vont automatiquement suivre l'export PDF et sont reconnues en tant que telles, en tant qu'annotation dans le PDF, donc sont consultables. Une suite logique, hein, on propose des annotations d'un côté et on sait les lire dans le PDF. La possibilité, ça c'était une demande aussi assez forte, on l'avait ajouté en fait dans la version Product Structure Editor, donc dans PAU, le rôle PAU en fait, et là on vient de le rajouter dans les rôles de base, c'est la possibilité d'extraire l'ensemble des fichiers dérivés partant d'une structure. Je sélectionne un assemblage et je vais lui demander en fait de m'extraire automatiquement dans un zip tous les steps, par exemple, générés, ou tous les plans, tous les PDF des plans associés à ces structures-là. Je ne suis pas obligé d'aller repasser par tous les fichiers un par un. Ça, c'était disponible dans le rôle PAU jusqu'ici. On l'a rajouté en fait dans les fonctions de base du rôle de base, du rôle collaboratif industrie innovateur. Voilà pour les fonctionnalités qu'on a sélectionnées sur le rôle CLV, donc collaboratif industrie innovateur. On va détailler les fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités dans l'outil de gestion de planning, Project Planner. On va avoir en fait une nouvelle, un complément, on va dire, c'est pas une nouvelle hein, page d'accueil, c'est toujours la même page d'accueil dans laquelle on a rajouté en fait des icônes complémentaires. La possibilité d'ouvrir directement les projets en fait et tomber sur la page d'accueil, de retrouver les projets récents, des filtres automatiques hein, d'accès. La possibilité d'ajouter en favori aussi des projets, c'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur différents projets, sur plusieurs projets en même temps, c'est pas toujours évident de les retrouver puisqu'en fait, si on est plusieurs utilisateurs en même temps, on va revoir les projets de tout le monde. Voilà, en fait, on va pouvoir se créer sa propre liste de favoris et du coup l'ouverture filtrée sur les favoris. Ici, on va mettre en évidence les dates de début et de fin planifiées qui sont désormais affichées dans le panneau de propriété de la tâche, quel que soit l'état de maturité de la tâche. Donc, on va toujours voir ces tâches-là. Et puis, les dates de début et de fin planifiées sur les lignes de base sont elles aussi également affichées dans le panneau des propriétés lorsqu'elles sont sélectionnées sur la ligne de tout. Ici, vous avez vous pouvez maintenant afficher le chemin critique dans la vue de planification. Ça permet de mettre en évidence le chemin critique. En fait, ça met en orange les tâches, les jalons et les dépendances qui sont critiques, et tous les autres éléments du projet, eux, sont affichés tels quels. Et le filtre du chemin critique lui affiche uniquement les tâches, les jalons et les dépendances qui sont impliqués dans le chemin critique. Tous les autres éléments eux, ne sont pas affichés, à l'exception de ceux qui sont les parents des tâches qui seraient impliquées dans le chemin critique. Le chemin critique, pour info, il est disponible uniquement sur les projets d'entreprise. La possibilité dans une tâche, lorsque l'on va aller associer un document à la tâche, en fait, de directement choisir le bookmark dans lequel, si on souhaite en fait à un moment donné associer une pièce jointe, en fait, la bookmarker directement depuis la gestion des tâches. L'accès restreint, en fait, hein, avec deux possibilités. Donc, le faux, enfin, lorsqu'on choisit faux, le responsable de la tâche peut modifier toutes les informations qui sont relatives à la tâche, à l'exception du changement du propriétaire. Donc, le faux, en fait, c'est la valeur qui est définie automatiquement pour les projets existants. Et le vrai, là, du coup, l'attributaire de la tâche a un accès limité aux modifications. Il peut modifier que les champs état de maturité, pourcentage de réalisation, donc de l'avancement de la tâche, les livrables, les pièces jointes et les commentaires. Et le vrai, c'est la valeur par défaut pour les nouveaux projets. Ensuite, le nouveau paramètre, en fait, planification à partir de la stratégie, c'est qui est désormais disponible au niveau du projet. Ce paramètre il va être utilisé pour définir la date de début de planification. On peut avoir différentes valeurs. Donc, date de début, dans ce cas, c'est le planificateur qui utilise la date de début du projet comme date de début de la planif, ou la date actuelle. Dans ce cas, le planificateur utilise la date actuelle comme date de début de la planification.
Donc, par défaut, en fait, hein, date actuelle, c'est l'option qui sera par défaut lors de la création d'un projet. Des fonctions de création qui ont été rajoutées dans le menu contextuel. Donc, pour un projet, on peut maintenant directement créer en fait, un jalon, une tâche, une dépendance. Et pour une tâche, on peut directement créer une sous-tâche. C'est les tâches c'est le petit plus, des actions de création qui ont été ajoutées dans ces menus. La nouvelle vue qui est appelée en fait vue de tableau, qui est désormais disponible dans l'onglet des tâches au menu changer de vue. Donc la vue tableau, elle permet en fait une vue plus détaillée des tâches et ça permet surtout de visualiser un plus grand nombre d'en visualiser un plus grand nombre en fait dans une seule vue. On va pouvoir trier après hein, sur les colonnes si on veut. On peut voir maintenant ici, là, dans cette information-là, on va pouvoir maintenant voir la description modifiée d'une tâche ou d'un jalon dans l'infobulle, en fait, dans le cadre de l'infobulle qui s'affiche, la fenêtre contextuelle, en fait, va avoir la comparaison du calendrier avec la ligne de base. Voilà, donc pour la partie gestion de projet. On va enchaîner avec la partie deuxième, donc le Product Release Engineer, la partie gestion des nomenclatures des IBOM. On a la possibilité de paramétrer, on va dire, personnaliser en fait l'entête du widget, ou ce qu'on va appeler aussi la carte d'identité, en fonction de vos besoins. En fait, hein, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des attributs. Avant, en fait, ce widget, l'entête là arrivait avec des champs fixes. Maintenant, vous allez vous-même pouvoir ajouter ou supprimer des attributs qui vous sont propres. Donc, la spécification colonne, c'est une nouvelle colonne qui est disponible et qui affiche une icône au cas où un ou plusieurs documents sont présents dans les spécifications. Lorsqu'en fait, on va cliquer sur l'icône, en fait, le panneau de propriété va s'ouvrir, en fait, va permettre en fait, d'accéder à la spec, en fait, au document de spécification qui serait dedans et donc de pouvoir y avoir accès pour le visualiser. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de voir en fait les liens intégrés, puisque c'est là une des forces de l'outil de la nomenclature, c'est d'aller plus profondément que la simple structure du produit, c'est d'aller voir aussi toutes les specs qui seraient accrochés, tous les documents, et ainsi de suite. Donc, non seulement là, on voit les documents associés, mais en plus, ça nous permet d'y accéder directement ici et de visualiser. On va avoir des fonctions de groupement. Là aussi, au niveau structure, on va pouvoir faire des groupements maintenant en fait avec les tags, avec les six-able tags. Là, c'est ce qu'on voit à l'écran. Hein. On a tout simplement choisi des tags en fait sur nos éléments et en parallèle, en fait, l'affichage par groupe suivant nos tags apparaît. On se filtre automatiquement. Et il y a un groupe autre qui va être créé si jamais en fait il y a des éléments qui ne répondent pas en fait au filtre présent. En fait, il y a un groupe autre à la fin dans lequel les éléments qui ne répondraient pas au tag que l'on aurait choisi seront présents dans ce groupe-là. La possibilité, alors ça c'est une information importante à creuser sur la partie en fait le yen en fait c'est le code article, le code unique que l'on va mettre sur un fichier. On va en fait avoir beaucoup de possibilités de paramétrage. Aujourd'hui c'est assez on va dire bloqué, c'était assez bloqué jusqu'ici. Et là en fait on va vraiment pouvoir avoir beaucoup d'options puisqu'en fait on peut carrément faire appel à des business logic donc de paramétrage spécifique pour définir son propre schéma. Donc, essayer de coller au plus proche de ce qui existerait dans une entreprise quand on arrive chez un client existant avec une structure, une organisation et une codification existante. Le menu qui a évolué, en fait, avant, on avait plusieurs icônes pour retrouver en fait les différents filtres d'affichage en fait au niveau des filtres de colonne, suivant si on affichait en fait le produit fabriqué, acheté fabriqué, la nomenclature à plat, la nomenclature râteau, et ainsi de suite. Là, en fait, tout a été regroupé dans un seul et même menu, plus simple d'utilisation. Voilà pour la partie en fait zen, donc la partie des IBOM. Et puis on va
terminer par la partie en fait Product Architect, donc qui est plutôt l'outil qui va nous permettre de travailler sur la structure du produit. Donc ici, on va avoir ça rejoint un peu le point qu'on a vu tout à l'heure sur les documents Office. On va avoir la possibilité directement dans l'interface de voir les documents qui seraient ajoutés en tant que documents présents associés et de les éditer directement en fait depuis Pavure, puisqu'on a des boutons d'édition. La possibilité, en fait, on va pouvoir maintenant remplacer la révision d'un dessin indépendamment en fait du produit parent dans sa structure en fait. Après, on va avoir différentes options pour le faire, hein, soit remplacé par la dernière révision, remplacé par la révision, remplacé par une révision distante, mise à jour des révisions. Enfin, voilà, les différentes options qui vous permettent de remettre à jour nos structures de produits. Ici, dans la possibilité on va maintenir la persistance du tri de l'utilisateur lorsqu'on va associer plusieurs données à un produit. On va vraiment garder en fait le filtre qui aura été mis sur l'affichage. On ne part pas à zéro à chaque fois qu'on rajoute un nouveau compte. Une petite amélioration, un petit défaut qu'on va dire qu'il y avait avant, qui a été corrigé. La possibilité de faire, alors ça c'est plus pratique à partir d'un change action, en fait, de faire directement ici un drag and drop du change action pour aller l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, en fait, le contenu. On va retrouver en fait ici le regroupement des tags en fait en mode index. Donc on va pouvoir organiser le premier niveau de la structure produit en créant des groupes basés sur les 6W tags. Donc les objets du premier niveau qui n'ont pas de valeur correspondante, comme tout à l'heure, en fait, eux aussi seront placés en fait dans un groupe. Ensuite, la prise en charge des 6W tags, en fait, des hiérarchiques. On va pouvoir maintenant en fait créer et utiliser des tags hiérarchiques pour améliorer la vue d'une structure de produit plate en utilisant justement ces groupes. Donc après, on va avoir deux types de groupes hiérarchiques. Les groupes compacts, c'est les groupes compacts, pardon, les groupes sélectionnés dans le tagger qui sont créés directement sous la racine, ou au contraire, la vue structurée. Là, c'est les groupes qui sont sélectionnés dans le tagger, sont créés avec leur hiérarchie à partir de la classification de la racine. Donc deux types de vues hiérarchiques, mais basées sur les 6W tags. Donc ça fait quand même pas mal d'améliorations sur la manipulation et la vue d'une nomenclature. C'est vraiment ce qui a été mis en avant ici dans cette fonctionnalité sur le travail de la structure produit. Enfin, la possibilité de télécharger directement ici une pièce jointe, une spécification autre que l'on va voir. Ça, c'est une nouveauté au niveau de l'affichage de la structure. On sait visualiser qu'il y a une spécification et en fait, là maintenant, on va savoir en fait la télécharger si on en a besoin pour l'envoyer, par exemple. Donc, voilà les nouveautés en fait qui étaient présentes sur la partie PAU. Donc toutes les nouveautés que je vous ai parlé regroupent en fait le pôle de gouvernance. Donc pas mal de choses. Là encore, on a filtré sur celles qui nous paraissent les plus importantes. Il y en a d'autres que vous pouvez découvrir au travers de la communauté que Eric a diffusée, a parlé au départ. Pour conclure, un petit mot rapide, un premier sur notre programme Startup qui est toujours en cours. On a toujours ce programme-là pour les startups avec une première année gratuite pour l'utilisation des produits. Donc, c'est un engagement sur 3 ans. Une deuxième année avec un coût, une remise de 60%. Et la troisième année, une remise à 50%. C'est vraiment en fait pour aider les startups au démarrage et à la structuration de leur entreprise, en fait, en proposant SolidWorks accompagné de la plateforme 3D Experience. Ensuite, un petit mot sur la partie éducation, puisqu'on sait que beaucoup de nos utilisateurs sont aussi dans les écoles, dans les universités. Un petit rappel, juste pour dire que chaque étudiant qui est présent dans une école, dans une université qui fait partie du programme, a accès à une licence SolidWorks gratuite, à une licence 3D Experience gratuite.
Il peut avoir accès en fait à toutes les certifications via son programme d'école gratuitement. Et après, derrière, en fait, un certain nombre de cours en ligne disponibles à tout moment. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette communauté-là. Et également, notre chaîne YouTube, un petit peu de publicité pour notre chaîne YouTube SolidWorks France. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ce webinaire le replay va être diffusé ici. N'hésitez pas à aller faire un tour régulièrement dans la partie vidéo. C'est bien la chaîne SolidWorks France, parce que tout le contenu qui est ici est en français. Sinon, vous avez la chaîne SolidWorks Corp qui existe aussi. Là, ici, le contenu a l'avantage d'être en français. Donc, on republie toutes les nouveautés que l'on diffuse. Et après, il y a aussi régulièrement des contenus sur les trucs et astuces ou d'autres choses comme les témoignages clients et ainsi de suite. Voilà. Pour aujourd'hui, nous clôturons. On a mis un peu de temps. La prochaine mise à jour, elle, c'est la FD2. La FD2 qui va arriver le 22 avril de mémoire. Et donc, on a placé le prochain webinaire correspondant, en fait, le 12 mai à 15h30. Donc, on vous renverra les invitations au moment, mais notez déjà la date. Pour le 12 mai à 15h30, on vous refera un webinaire sur les nouveautés de la version 2023 FD2. Merci à vous pour votre présence, d'avoir assisté. N'hésitez pas à aller voir le replay si vous voulez voir en mode reposé, on va dire, tout ce que l'on vient de voir. Il y a un contenu assez dense. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi la communauté qui va vous permettre d'avoir encore plus d'informations détaillées. Merci à tous. Merci Eric, merci Benjamin. Merci à vous. À la prochaine.